C'est lac. Non, blast. Blast. C'est un B là. Ah, Blast. c'est un B. Blast. Bah, je vous présente Jean-Jean, alors. Qui c'est? Bonjour, les sœurs. La vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. La vie, oui, ça fait quand même beaucoup. La vie, c'est un truc. Enfin, comme tu veux. Il y a des trucs quand même assez sensationnels, des histoires assez courtes. Je veux que ça soit assez gai, je raconterai beaucoup de choses très gaies, justement. L'écrire, moi, ça me dit rien, c'est trop long, etc. Alors, je préfère parler. Moi, j'ai toujours aimé le truc de conteur, là. Quand j'étais gosse, il y avait les petits vieux qui venaient à la maison, qui racontaient des histoires, et j'écoutais ça. Et le conte m'a toujours été. Donc, je vais raconter ça un petit peu, comme j'ai pas mal de bagou dans ce domaine pour raconter des histoires. Jean-Jean, c'est un vrai bonheur, vraiment, de te voir ici, en plus dans ton beau polo vert. Et avant de commencer l'émission, je voudrais que tu écoutes quelque chose. Baptiste, qui a travaillé sur les podcasts, va te faire écouter. Je me dis, tiens, le soir, je suis tout seul, et je vais enregistrer. Alors, j'ai commencé à enregistrer. J'ai enregistré une fois pendant 5 heures le soir. J'ai dû écouter jusqu'à 1h du matin. Et puis le lendemain, quand j'ai voulu voir mon petit appareil, j'avais rien enregistré. J'étais content, c'était bien. Et puis, j'avais pas su le faire marcher. Quand j'ai voulu écouter, j'avais pas su faire. Oh putain, c'était malheureux. Hein. Alors, c'est Jean-Jean qui écoute Jean-Jean, quoi. Ouais, mais ça, je me rappelle de ça. Quand j'ai commencé à faire ce truc-là, j'étais tout seul. Hein. J'ai fait ça avec quelqu'un qui était malade. Hein. Moi, ce que j'ai fait, là, j'ai fait avec le soir, à 10h du soir, quand j'avais été occupé de ma femme pendant toute la journée, jusqu'à minuit. Tout a été fait que le soir. Alors, notre rencontre et cette émission, elle a une histoire. C'est-à-dire que moi, je te rencontre pendant le film que je fais avec Nina sur Cavana. Cavana était l'âme tutélaire des derniers journaux vraiment libres de ce pays. Harakiri, Charlie Hebdo. Libre, bête, méchant. Ce jour-là, au Père-Lachaise, on sentait qu'un peu de notre liberté était en train de disparaître. Et tu étais le meilleur ami de Cavana à Nogent, les Rital, tu es dans le livre de Cavana, etc. Donc, et puis on devient copains. Ouais. L'histoire du podcast qu'on va diffuser cet été avec tous ces épisodes, cette histoire aussi a une histoire. C'est-à-dire que quand ton épouse... tu as commencé à enregistrer ta vie au moment où elle était vivante, mais elle souffrait d'une maladie d'Alzheimer. Et quand elle est partie, tu as continué. C'est-à-dire qu'un de tes amis, qui je crois il s'appelle Michel Carbone, t'avait offert un micro, enfin t'avais équipé, et tous les soirs, tu racontais un petit bout de ta vie. Et le truc, c'est que tu as eu l'idée de l'enregistrer sur des CD, et tu l'as envoyé à quelques amis, 3, 4, dont moi. Ouais. Et alors, ce que peut-être tu ne sais pas, c'est que je mettais en permanence les CD dans ma voiture, et toute la famille, les filles surtout, et on t'écoutait. Et d'ailleurs, plus personne voulait écouter de musique, parce que il y a comme t'es un vrai conteur, quoi. Et ce que tu racontes, c'est tellement... Enfin, je veux dire, on parcourt le siècle avec toi. C'est la vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. La vie, oui, ça fait quand même beaucoup, la vie. C'est un truc. Donc on va essayer d'en parler un petit peu. Et moi, je suis très content de faire partager ça grâce au travail de Baptiste et des gens de Blas qui on a tout réorganisé. Pourquoi tu as eu envie de faire ça, au fond, d'enregistrer tout ça? Il y a une chose qu'il faut que je vous dise quand même. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai fait ça tout seul. Hein. Donc je raconte le début de ça. C'est parce que tu prends des notes ou tu y vas spontanément? Ah non, tout est spontané. Alors, il faut dire qu'il y a des... Ah non, tout ce que je dis, c'est ce que j'ai envie de le dire, je le dis. Je ne fais aucune censure. Bientôt. Donc, tu es né en quelle année, rappelle-moi? Je suis né en 1925. 1925. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'abord, t'en parles d'ailleurs dans les bandes, tu as connu le Front Populaire. Le Front Populaire restera pour moi le truc le plus évident de ma vie. Le plus évident? Front Populaire. Pourquoi? J'ai jamais vu la France aussi heureuse qu'au Front Populaire, les enfants.
Jamais j'ai vu la France populaire. Donc, il faut dire, à l'époque, tu avais 11 ans, tu étais à Nogent, tu n'habitais pas la maison que tu habites aujourd'hui. Si, j'habitais la rue Sainte-Anne. J'habitais la rue Sainte-Anne, j'habitais. Et donc Cavana était ton voisin? Oui, Cavana, il habitait dans la grande maison, là, que je raconte qu'il n'y avait pas de chiottes. Enfin bon, ça, c'est Non, mais c'est ce qu'il raconte dans l'héritage. Non, mais là, j'étais beaucoup plus touché, moi, à l'époque, par les gens de gauche que François. Il était avec sa mère et puis son père, donc il fréquentait pas. Moi, chez moi, il y avait toujours du monde qui venait chez moi. Mon père était un mec sympa. Il était illettré, mais il aimait qu'il y ait du monde à la maison. Moi, je crois que j'ai hérité de lui parce que il était sympa. Il voulait toujours qu'il y ait du monde à la maison, tout ça. Et Cavana, il aurait quel âge? Il était plus âgé que toi ou le même âge? Il avait 2 ans de plus que moi, puisque lui, il a été déporté. Ouais. Et moi, je n'ai pas été déporté, j'ai été mis dans une usine. Mais lui, il a été déporté en Allemagne. Ouais. Parce qu'il avait 2 ans de plus que moi. Et donc, c'est toute la culture italienne. Donc, toi, il faut dire, tu t'appelles pas Jean Burgani, parce que c'est Borgoni. C'est Borgoni, parce que ton père s'est planté au moment de... Il ne savait pas lire et écrire à la frontière à l'époque. Le gars, il dit, et là-bas, comment tu t'appelles, toi, là-bas? Et il ne savait pas lire, alors c'est Borgani. L'autre, il a écrit à la française. Il a écrit comme il l'avait entendu aux oreilles. C'est plus tard, des années plus tard, j'ai trouvé un jour un vieux passeport. C'était son passeport où il y avait vraiment son nom. Bon, ça fait rien. Moi, il me plaît bien, ce nom-là, il est sympa. Et vous étiez à l'école ensemble avec François? Oui, dans la même école, etc. On allait à la bibliothèque ensemble. Mais lui, déjà, était beaucoup plus intelligent que nous. Tu vois, nous, on n'était pas... Moi, je me souviens qu'il était très battant à cette époque-là. Il a ouvert une porte à la critique. Hein. Vous savez, du temps de Gaulle, hein, il ne fallait pas la ramener dans ce domaine-là. Faire ce qu'il faisait, c'était vraiment culotté. Hein. Il a vraiment eu là, un culot monstre. Là, hein. Et là, il a forcé les portes. Là, je crois que tous les gars qui ont écrit derrière, ils peuvent avoir une reconnaissance dans ce domaine-là. C'est vraiment lui qui a ouvert une porte, qui a laissé entrevoir qu'on pouvait quand même faire autre chose que ce qui se faisait à l'époque. Jusqu'à temps qu'il soit déporté, on a fait la boxe ensemble, on faisait le sport ensemble. Il n'était pas... le bal, le bal, à l'époque, pendant la guerre, on ne pouvait pas aller au bal, puisqu'il n'y avait pas de bal. Hein, alors, il n'y avait pas de question. Moi, j'ai toujours dit qu'il aurait pu faire un très bon cycliste. Je l'ai vu, il s'arrachait dans les côtes, il était dingue avec Pavarini, c'était des dingues. Mais tu parles de la boxe, vous avez fait de la boxe? Pendant 2 ans, on a fait de la boxe, sur les bords de Marne, c'était. Et lui, c'était un teigneux. Moi, je l'ai vu faire des combats. On avait été faire un combat, mais il était comme moi. On faisait de l'entraînement, mais on ne voulait pas monter sur les lignes. On avait accepté. On avait été dans une banlieue, je cherche le nom, je n'ai plus en tête. Vous savez, j'ai eu un petit accident il y a 2 ans et ça m'a fait perdre beaucoup de mémoire. Enfin, moi, ça fait rien. Et on était partis là-bas. Il s'était tapé 3 rouilles avec un gars qui s'était tabassé, mais un truc incroyable. Il était d'une harde. Vous savez, tous ces types qui sont grands, minces, mais ils ont une force, une harde. Les gars qui ont des gros biceps, c'est pas la même chose, on croit, mais c'est pas les plus nerveux et plus. Il s'était tapé. Et alors on faisait de la boxe ensemble, c'était sympa, tu vois, avec François. Mais j'ai passé toute mon enfance avec Cavana, il m'a appris à jouer à la marelle. Mais ça, vous vous êtes jamais quittés? C'est-à-dire jusqu'à la fin de sa vie, vous mangiez encore des pâtes les dernières années, j'allais chez lui, là-bas, j'allais manger avec lui, j'allais passer la journée avec lui, et j'étais content quand j'allais le voir. Oui, non, mais ils m'ont parlé, tout ça, donc c'était... Et tu as connu, donc on passe du coq à l'âne, mais tu as connu les années Charlie Hebdo, Harakiri, tu allais les voir quand ils faisaient leurs journaux. Quel regard tu as sur ces journaux-là aujourd'hui, avec le regard de ces années 2020, la liberté qu'il y avait, qui a peut-être plu, etc. Est-ce que ça t'inspire une réflexion? Il y avait quand même tout un tas de très brillants là-dedans, dans tous ces gars-là. Moi, je te l'ai dit,
J'avais l'amour préféré, c'est pour Rezer. Bon, pour moi, Rezer, c'était le type qui était le plus équilibré de toute la bande. Équilibré. Les autres, ils étaient un peu farfelus, hein, tout ça. Ça se baladait un peu dans tous les sens. Hein. Je vais te dire un truc. Hein. Rezer me donnait toujours ses écrits. Quand il me donnait son livre, ça, je le racontais, ça. Ma femme me regardait. Mais, alors, j'ouvrais le livre et je lisais une page. Elles n'étaient pas longues, hein. Un dessin, tu veux Un dire. dessin. Avec une bulle. Une page. Par jour. Non, une page. Et ma femme disait, mais Jean, tu vas te rendre malade, c'est pas possible, arrête. Elle me voyait rire. Pourquoi? Je lui ai dit à Rezer une fois, je lui ai dit, écoute, il comprenait pas. Pourquoi le petit trait qu'il faisait là, le petit machin là, tout, je restais sur une page. Son livre restait pendant... Je ne lisais qu'une page. C'est le seul. Je lisais les autres aussi, je me marrais. Mais Rezer, alors pourquoi? Et je riais. Une grande partie de ce que tu nous racontes dans les podcasts concerne Air France, puisque tu étais steward. Ouais. T'as commencé en quelle année à Air France? En 52. Tu faisais les vols au long cours, t'allais un peu partout dans le monde. Ah oui, oui, oui. Et t'es resté navigant combien de temps? Quand est-ce que tu t'es arrêté? J'ai fait 80 et quelques, je ne me rappelle plus. Attends, l'autre fois, j'étais... Alors, dans les podcasts, il y a des tas d'histoires sur tes voyages, tout ce qui se passe pendant... Ah oui, là, cette séquence-là, vous ne l'avez pas, je l'ai, il faut que je demande au monsieur, le monsieur là-bas, tu vois, le monsieur qui est là-bas, celui-là, là, le Belge. 50 belles. Je lui ai dit, mais que tu viens foutre, moi, à ton âge? Il a dit, oui, parfait, bon, ça m'intéresse, il m'a regardé. Là, il faut dire qu'il parle de Yves L'Espagnol, qui fait un film sur toi. C'est un garçon charmant. J'ai eu la chance de rencontrer, à mon âge, de rencontrer encore un ça, pas comme ça. Ouais, voilà, Yves... Yves L'Espagnard, donc qu'est-ce qui t'a pris de faire un film sur... Enfin, ça fait combien de temps que tu filmes et que tu vis cette histoire d'amour avec Jean-Jean? Au départ, c'était le portrait d'une personne seule. Donc moi, ce qui m'avait touché dans les enregistrements, c'était la présence de son épouse. On entendait même le respirateur en fond sonore. Et puis, il y a un enregistrement où il dit Jacqueline est partie, donc c'est son épouse qui était décédée. Et ça m'avait vraiment touché. Je ne sais pas pourquoi. J'aime les vieux, bizarrement. Quand je suis allé à sa rencontre, je suis tombé sur Jean-Jean qui était devant sa télévision et qui écoutait les fichiers MP3 sur son téléviseur. Ça, j'avais jamais vu. Donc, je crois que je l'ai filmé. On le voit dans son fauteuil et il écoute ses enregistrements et il est son propre spectateur. Au point qu'il arrive à paraphraser ce qu'il dit et on voit qu'il dit sur le bout des lèvres. Mais en fait, Jean-Jean, c'est un besoin de témoigner, quoi. Enfin, il y a quelque chose. C'est pas. Enfin, je veux dire, c'est pas naturel, normal de raconter sa vie comme ça, surtout sur des heures, quoi. Et puis après de se réécouter. C'est quoi? C'est pour briser la solitude? Pourquoi tu fais ça? Ah non, mais écoute, j'ai vécu vraiment une vie formidable quand même, vraiment. Mais j'ai su aussi, j'ai été très curieux, tout ça. Tu vois, j'allais me promener, moi, en escale, j'allais me paumer dans... Les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu vas foutre dans des coins pareils? Tu vas te faire tuer, un de ces camarades. Mais j'allais dans des coins. Pendant la guerre du Vietnam, j'allais dans des coins... Les gars disaient, mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Ça, c'était à Air France, quand tu faisais des vols, ou c'était... Oui, je faisais des vols. À l'époque, on restait 2-3 jours, 4 jours. J'avais le temps. Les gens qui vont écouter le podcast vont découvrir ça, ces univers, parce qu'on passe du Front Populaire à Pigalle, on passe des boxeurs au Macro, on passe de Coluche à l'équipe d'Harakiri. Et puis, tu as toujours des réflexions personnelles aussi sur la mort, sur la musique, sur les chanteurs. Et récemment, tu me racontais d'ailleurs que tu allais voter et que tu as écrit un texte là-dessus, d'ailleurs, que tu devais m'amener. Et ça t'a donné une réflexion. Je parle de la dernière élection. C'est pour les gens qui ont mon âge, tout ça, qui se sont traînés pour venir voter. Et quand écoute, moi, j'étais ému quand j'ai fait ça. Je l'ai vécu quand je suis arrivé tout seul dans ce bureau de vote
tout seul dans un bureau de vote. Quand même. Oui. Un mec de 97 ans qui se fait traîner, qu'on porte pour aller poser un bureau de vote. Mais j'avais honte vis-à-vis de ces tout jeunes. Ben, ça dure 5 minutes, tu veux écouter? Bah ouais. Tant que je le retrouve dessus aussi. 17 ans, 98 ans presque, qui est seul dans un bureau de vote, en train de se traîner pour aller voter. Ah, j'ai une honte, c'est la honte. J'avais honte dans le bureau de vote, j'avais honte. Les gens étaient charmants, ils m'ont accueilli gentiment. J'avais honte. Putain, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette petite France? Je voudrais poser encore une question à Yves. C'est qu'est-ce que l'image, parce que Jean est tellement gouailleur, il raconte tellement bien les histoires. Qu'est-ce que ton film, qu'est-ce que le filmer, ça apporte en plus? Enfin, qu'est-ce que tu cherches en dehors de faire son portrait parce que ça fait 2 ans que tu t'as passé beaucoup de temps avec lui, quoi. Oui, en fait, oui, j'ai passé pas mal de temps avec lui, puis il y a eu le Covid, ce qui n'a pas arrangé le truc. C'était un peu prétexte aussi pour le voir. Je crois qu'il me tenait aussi avec la prochaine fois, je te raconterai cette histoire-là. Donc, oui. et il m'a raconté pas mal de choses qu'il ne raconte pas sur les enregistrements et inversement. Et finalement, son univers, c'est un peu particulier. Donc, quand on est chez Jean-Jean, il faut savoir qu'il y a tous les originaux des bouquins de Cavana qui sont dédicacés. Et on ouvre une armoire et c'est des mines d'or, quoi. Tu as vu l'armoire où il y a oui, j'ai vu, oui. Il y a une trentaine de bouquins avec des dessins originaux de Cavana. C'était pareil pour Réserve, mais je pense qu'on t'achouera. Réserve, je voulais dire Réserve. Moi, et le truc en plus, c'est le personnage, c'est un acteur, Jean-Jean. Donc, déjà avec la voix, il s'en sort pas mal, mais c'est un acteur, c'est une forme de standing permanent, quoi. Ouais. La sola sera che brillerà per me, ricordi quelle sere passate il Valentino. Dans les enregistrements, il y a aussi la période Pigalle, tes copains Macro, etc. T'as vécu ça, c'est la libération de Paris aussi, toute cette période-là. Ouais. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, cette période ? Tu disais le Front populaire, c'est la joie. Mais d'ailleurs, tu n'as pas expliqué pourquoi. Mais... Bon, je raconte le Front populaire. J'allais à la gare de l'Est voir si mon père avait été travailler dans l'Est, et ça faisait des mois qu'on n'avait pas eu de nouvelles, rien. Et j'ai vu arriver tous les déportés d'Auschwitz et des camps. Des camps. Qui arrivaient la tête basse, qui n'étaient pas accueillis. Ça, bon ? Là, c'est un truc, comment là. Là, je touche à quelque chose de très important. Personne. Ils passaient, ils sortaient, tête basse, ils n'étaient pas accueillis. Il ne faut pas oublier, on les a aidés à faire déporter les Juifs en Allemagne. Ouais. On était dans la joie. Je dictais seulement qu'on était dans la joie, la libération. Et ils rentraient comme des malheureux, des oubliés. Et je raconte que je jouais dans un club de bridge, je raconte la moitié étaient des gars qui avaient été déportés, et l'autre moitié, c'était des gars qui venaient d'Afrique du Nord, qui avaient été balancés, qui étaient sortis de l'Algérie, tu vois. Ah oui. C'était 2 mondes différents. Et je raconte Tatav, je jouais au bridge avec Tatav, il avait fait toute la déportation à Auschwitz. Il travaillait dans le camp d'Auschwitz, parce qu'il y avait des gars qui travaillaient dans le camp, qui tenaient le camp. Et je raconte ça, je dis, il me racontait, mais je ne connaissais pas encore l'histoire d'Auschwitz à ce moment-là. Ah oui, à la libération. Mais c'était en quelle année, 45, 46 à la libération. Ouais. À la libération. On s'est tout fait, on a été quand même, on les a fait déporter, on les a aidés quand même à déporter, on n'était pas blancs dans cette histoire-là. Tu veux dire les Français, oui. Hein? Les Français. Les Français, on n'était pas blancs. Des années un peu plus tard, on jouait au bridge avec ce gars-là, il avait été déporté. Il m'avait raconté, Jean, il dit, tu sais, j'avais ma jambe qui pourrissait, j'ai pissé dessus pendant 1 mois et j'ai réussi à la guérir. Et il ne fallait pas que je boite, parce que si j'avais boitu, hop, il m'emmenait, mais il ne m'emmenait pas à l'infirmerie, il me foutait au crématoire directement.
Et il dit, j'ai réussi à m'en tirer. Et il a fait tout Auschwitz, durant toute la guerre, il est resté à Auschwitz. C'était son surnom, Tatave. Moi, je l'appelais Tatave. Moi. Il s'appelait Gustave. Gustave, oui, mais je l'appelais Tatave. Il a été... Et il m'a raconté. Il me racontait, mais j'écoutais, mais on ne savait pas ce qui s'était passé. Ouais. On ne connaissait pas ce qui s'était passé dans les camps. C'est machin, comment il s'appelle, qui a fait ce livre. Primo Levi. Hein? Primo Levi. C'est pas Primo Levi qui a fait ce livre-là. C'est pas lui. Qui a écrit sur la Shoah. Quand j'ai eu ce livre, j'ai acheté tous les bouquins de la Shoah. Ça, j'ai gardé ça. Je dis, ça, je veux garder ça. C'est pas Et tu avais vu le documentaire de Lanzmann qui s'appelle Shoah? Tu l'as vu? C'est Lanzmann. C'est Lanzmann. C'est lui que je te dis. Ah oui, c'est pas un livre, c'est un film alors. Oui. Non, mais il a... oui, il a fait des livres aussi, mais c'est son film. Oui, mais j'ai pris moi, c'est surtout l'écrit que j'ai... Moi, c'est l'écrit que j'ai eu, qui raconte un peu toute cette histoire. C'est terrible ce qui s'était passé. Ouais, Jean-Jean, je voulais que Baptiste vienne. Donc, Baptiste, tu viens de passer 2 mois avec Jean-Jean. Donc, c'est toi qui es le réalisateur des podcasts. Et là, il parlait de la séquence d'Auschwitz, etc. Toi-même, tu as découvert tu ne connaissais rien de cette histoire et tu as découvert un personnage, on va dire, particulier. Comment tu ressors de ça et comment tu as travaillé sur ce matériel? Alors, c'est sûr que je ne ressors pas totalement indemne. J'ai fait un voyage dans l'esprit et les souvenirs de Jean-Jean. Ça a été épique, j'ai envie de dire. Ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Ce que j'ai essayé, c'était vraiment de préserver la façon dont tu as raconté les choses. Et d'être le plus proche de la façon, de la narration que tu as utilisée pour ça, pour raconter ta vie. Et puis, ce que je trouve vraiment sympa, c'est que on a vraiment le sentiment de partager un moment de vie avec toi. Et voilà, moi, ça m'a beaucoup touché par moments. Et voilà, j'essaie de garder cette émotion aussi que... Quelle est une époque que tu as bien aimé, par exemple? Donne-moi une époque, quelque chose, une époque, pour voir. Parce que là, il parlait d'Auschwitz et de tout ça. Tu t'en souviens de ce passage-là? J'ai pas trouvé dans les audios des passages trop sur Auschwitz. Quelques phrases, quelque chose, mais c'est vrai que sur la guerre, il y avait pas beaucoup d'audios. Là, il faut vous... Mais non, mais on doit les avoir. Je dois en avoir d'autres aussi. Les avoir parce que il faut pas quand même qu'on passe à travers ça, quand même. Hein? Parce que, comme je vous ai dit, moi j'ai gardé à Nogent-sur-Marne, Sherman, c'était un juif. Il n'était pas là le jour, et c'était toute la famille Sherman qui a été déportée. Et il n'était pas là, il est resté à Nogent. Ah oui? Et on l'a jamais... Il était caché rue Sainte-Anne? Il habitait à Nogent. Personne ne l'a jamais dénoncé. Et j'allais jouer au poker chez lui. Il y avait son étoile juive qui était plantée contre le mur. Et il n'a jamais été dénoncé. Dédé Sherman, mon petit Dédé Sherman. Toute sa famille, c'était tous les gars, ils avaient été déportés. Ils s'occupaient... Il y avait une USM, c'était le truc de la Marne, tu sais. Ils étaient tous moniteurs de là. Il n'y en a pas un qui est revenu, tu vois. Et lui, il était resté. Dédé Sherman. Ça, je m'en rappelle. Ça. Voilà. Donc, Baptiste, Jean-Jean te demandait s'il y a des passages marquants dans les Il y en a beaucoup qui m'ont marqué, mais c'est vrai que ça m'a touché quand tu parlais, par exemple, je pense que ça devait être dans les années 30, ou peut-être, ouais, je pense que c'est dans les années 30, quand tu parles des carrioles qui passaient dans la rue pour ramasser les morts, et qui passait qui faisait sonner une cloche dans la rue. Ouais. Mais les morts de quoi? Les gens qui sont morts naturellement ou pour de diverses raisons. Les enterrements de la rue Sainte-Anne, c'était... C'est des sons, quand tu parles de sons comme ça, comme des souvenirs, ça m'a vachement touché, parce que moi, je suis très proche du son, donc voilà. L'enterrement, c'était un cheval qui tirait. Il arrivait dans la rue Sainte-Anne. C'était des pavés, tu sais, alors il fallait qu'il tourne, il glissait. J'étais très impressionné par le cheval qui tournait. Ça glissait, et les gens qui pleuraient, tout ça. Oh, j'étais
très impressionné par les enterrements. Et vous savez que moi, j'ai donné mon corps à la médecine. Hein. Je ne veux pas d'enterrement, je ne veux rien du tout. J'ai donné mon corps à la médecine, c'est assez marrant. Avec un copain, on avait dit on ne va pas emmerder les gens, les enterrements, tout ça. Et on n'a pas donné le corps à la médecine. J'ai téléphoné il y a 2 ans, 3 ans, au truc de la médecine. Alors, j'ai fait, écoutez, cher monsieur, voilà, j'ai donné mon corps à la médecine, je voudrais bien savoir si vous avez toujours... Alors, je tombe sur un type qui avait de l'humour. Il dit que, monsieur, je vais voir, il s'en va. Il dit, cher monsieur, effectivement, vous êtes toujours inscrit sur la liste. Mais il dit, mais on n'est pas pressé. Mais c'est ce que je voulais vous dire, on n'est pas pressé. Mais oui, prenez le temps. Oh, une conversation, c'était très, très drôle avec ce garçon qui me répondait aux trucs. Et alors, on a donné le corps à la médecine. Alors voilà, la femme de mon pote, qui arrive en pleurant un jour, elle dit non, il a dit père, il est mort. Elle dit alors, eh ben oui, ils sont venus chercher le corps. Qu'est-ce qui était mort? Ben oui, parce que quand tu donnes ton corps à la médecine, ils viennent le chercher tout de suite. Hein. Bah oui. Dans la journée même. Ah bah oui. Alors, et je lui dis, mais écoute, elle dit, il y a tous les gens dans le quartier qui me sont tombés dessus. Je dis, mais écoutez, laisse-le, fais ce que tu veux, on n'est pas emmerdé. Ouais, je vois bien. Non, mais voilà, après, c'est un grand voyage dans la mémoire. Voilà, il y a plein de choses, plein d'anecdotes. Surtout qu'il y a encore des trésors cachés, je pense, puisque là, il y a des choses qu'il a enregistrées, les macros. Toi, c'était quand même un univers que tu fréquentais. Je ne veux pas dire que tu étais proxénète, mais c'était quoi l'histoire? J'avais 17 ans, quoi. On décide avec des copains d'aller au bordel. On était 4. Le plus grand, on le mettait devant nous pour rentrer dans le bordel. Alors, c'était chez Suzy, je me rappelle encore le nom, c'était rue de l'Échiquier, et il y avait la maquerelle. Elle nous voit, elle dit « Eh Léon, qu'est-ce que vous faites là ?» Ben madame, non, vous êtes trop jeune. Ah, non, allez hop, quand vous serez plus vieux, vous viendrez hop. Elle nous vire du bordel, on ne peut pas y aller. Bon. Oh, on attend un petit peu. 15 jours après, on remet ça. Et on y est allé, et puis, c'était un jour où la mère maquerelle n'était pas là, c'était la Soumac qui était là. Et la Soumac nous laisse rentrer. Et on montait dans la chambre. Alors, on arrivait dans les chambres. La fille, on se débillait, puis bon, la fille, elle faisait une revue des effectifs, hein, on se déshabillait, et pop, elle nous regardait un petit peu notre instrument de travail, là, et puis pof, on regardait si tout était en ordre, parce qu'il y avait quand même une certaine propreté quand même. Et puis hop, et on se faisait laver, et c'était elle qui nous lavait le zizi, là. C'était tout ça, il y avait une propreté quand même, hein. C'était pas tellement mon quartier, Pigalle, tout ça. C'était pas, j'y allais, tout ça, mais c'était pas tellement mon quartier, plutôt. Tu vois, bon, moi, j'allais quand même, je montais là-haut, à la place des Tertres et tout ça. Si, je les allais dans tous ces coins-là, etc. C'était beaucoup plus attiré par le truc de Saint-Germain-des-Prés. J'étais touché par, tu sais, toute cette époque, un peu, tu vois. Bah non, je sais pas, non. À toute cette époque, j'ai la période avant 36, j'ai une période de 36 après jusqu'à 39 pendant la guerre, et puis après j'ai 39, 45, 46, tout ça. Alors ça, c'est des clips de Saint-Germain-des-Prés, tout ça. Puis après, j'ai mon époque de navigant. Si tu devais raconter une histoire de ta période de navigant, ce serait laquelle? Je fais un vol c'était en constellation. Alors tu sais, constellation, ça valait pas haut, hein. Alors et on partait tard le soir, on partait vers 22h, et on valait pratiquement toute la nuit, c'était long. Et on arrivait jusqu'à Brazzaville. C'était long, c'était un vol qui faisait 13 ou 14 heures de vol, j'en sais rien, je ne me rappelle plus bien. Et on s'est dîner, tu vois, il y avait quoi, une trentaine de passagers dans ces avions-là, il n'y a pas beaucoup. Et puis, tout d'un coup, pendant que je dormais, c'est le steward qui m'appelle, il dit, il y a une dame qui n'est pas bien. Ah bon? Je me lève avec l'hôtesse et je vais voir. Et la femme, elle était enceinte de 8 ou 9 mois. Mais on ne l'avait pas vue parce qu'elle était montée dans l'avion. À l'époque, il n'y avait pas la... On ne laissait pas monter les gens après 6 mois. Mais elle est rentrée avec un imperméable. On n'avait pas vu qu'elle était enceinte. Alors bon, on prend la femme, on la prend, on enlève son vêtement, on l'allonge. Alors on enlève la culotte et puis on regarde. Et puis d'un coup, moi je suis à genoux. Et puis d'un coup, plouf, on entend un plouf et pof. Le môme s'éjecte
Et je suis avec le monde dans les mains, avec l'hôtesse de l'air tous les deux. Ouais, avec le monde dans les mains. Oui, parce que j'avais demandé dans l'avion s'il y avait des femmes, s'il y avait des gosses. Personne n'avait eu de gosse, il n'y avait pas de médecin. Alors j'avais dit, bon, il faut se démerder nous-mêmes. Hein. T'as coupé le cordon aussi et tout? Ah oui, on avait la pince le péon. Je savais qu'il y avait la pince le péon. Je le raconte bien d'ailleurs ça, dans le vide. Et puis on est toujours avec le gosse, en train de... Et puis... on entend une petite voix. À ce moment, tu te rends compte, tout l'accouchement, on apporte. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on ne savait pas si c'était un garçon ou une fille. Ah ouais. Alors on dit, c'est un garçon. Et alors, ça a été la fête dans l'avion. Ça a été une java. Ça a été vraiment... Ah, ça a été formidable. Tu continues à enregistrer ou... Parce que tu parles aussi pas mal de ta famille, tu parles pas mal des curés, tu mélanges des choses... Ah ben moi, je n'ai pas fait ça avec un programme. Moi, je racontais ce que j'avais envie. Je vais raconter un truc de bordel et puis sur un autre truc, je parle d'autre chose. Ah non, moi, j'avais aucun plan de dire... Voilà. Tu parles pas tellement de politique, mais enfin, c'est en toile de fond. Il y a le Front Populaire, il y a Mitterrand élu président, il y a des choses comme ça. Mais Ah ben si, je raconte, par exemple, quand j'ai été voir Mitterrand, quand il est allé au Panthéon. Et là, j'écoutais tout ça, je regardais. J'ai cette réflexion, je dis, ah, je pensais que j'allais voir un autre 36, mais je me suis rendu compte que c'était plus la même chose. Ouais, je le dis là. Ouais. Mais parce que 36, c'était la sécurité sociale, c'était les vacances, et c'était quoi? C'était les communistes. Oh, écoute, quand je fais 36, hein, écoutez-le, 36, le temps, c'est le temps le plus merveilleux. J'ai jamais eu je dis dans ce film, où je garde un souvenir inoubliable de 36. Il y avait le train de la Bastille qui venait à 2 étages, là. Les Parisiens, ils arrivaient à Nogent, ils descendaient la rue de chez Convert, ils traversaient, ils descendaient sur les bords de Marne. Et il y avait les balles, il y avait chez Debout, il y avait chez Convert, ils traversaient la Marne. Je dis, je n'ai jamais vu la France aussi heureuse. Mais comment ça se manifestait? Les gens dans les rues, c'était quand tu Comment dis... ça se manifestait? Écoute-moi, comment ça se manifestait? Tu bosses 10 heures par jour, 6 jours par semaine, et tu n'arrives pas à la fin du mois malgré tout. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? 40 heures par semaine, et tu arrives à la fin du mois. Et tu as les vacances qui arrivent derrière. Je me demande qu'est-ce que c'est. Du jour au lendemain, quoi. Je te rends compte. Mais moi, j'ai jamais vu la France aussi heureuse. Mais alors, c'est marrant parce que quand même, chez toi, il y a la télé en permanence, tu suis l'actualité, tu vois Macron, tu vois tout ce qui se passe. Oui. Et quand tu repenses à ça, à cette libération par le Front Populaire, et que tu vois aujourd'hui qu'il y a des Uber, enfin, il y a quand même, la France est de plus en plus pauvre. T'as une inquiétude, tu te dis qu'est-ce qu'on a fait quand tu vois la planète qui se réchauffe. Je crois que mes idées politiques sont bien nettes et claires et je ne me trompe pas quand je fais ça. Là, tu en ce moment. Tiens, je vais te dire en ce moment ce qui se passe. Vous êtes dans la merde, les gars. Quand tu regardes la France aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois le Rassemblement national, l'extrême droite qui rentre à l'Assemblée, tu as la France qui s'appauvrit quand même, et tu dis qu'on est dans la merde. Et puis surtout, le ciel qui nous tombe sur la tête en ce moment avec le réchauffement. La merde, c'est que vous allez avoir une assemblée comme on a eu pendant 20 ou 30 ans, hein, bordélique, etc. Voilà. J'avais des bordéliques, on ne peut plus faire rien du tout, bordélique. Et tous les requins, ils sont là, les mecs, hein, t'as vu, les mecs, ils arrivent. Prends compte, il y a la écoute, mais c'est d'un ridicule même. 49% des gens qui ont voté, 52% qui n'ont pas voté, et dans les 40% qui ont voté, 45%, 45%, ils sont 3 ou 4 à avoir fait 10 ou 12%, et on a l'impression qu'ils représentent la France. Mais putain, les gars, où on va? Qu'ils représentent des... Et ils sont là, et tu les vois tous, et la télévision, ils les présentent. Le père Le Pen, mais putain, mais c'est impossible, arriver à notre époque, aujourd'hui, faire passer 2 fois le père Le Pen. Ouais, il a défilé avec sa fille, habillée comme... Mais qu'est-ce que c'est devenu? Un pays de cons, ici, c'est pas possible. Ben, le père a plutôt disparu du radar, c'est plutôt la fille, là. Hein? C'est plutôt la fille
c'est Marine Le Pen qui entre à Mais l'Assemblée. lui, il a défilé avec elle, à côté d'eux, habillé en rouge et tout. Oui, mais avant, il y a une dizaine d'années. Non, là. Ah, récemment. Mais merde, Putain, putain. mais t'es plus fort que moi, alors j'ai pas vu cette image, moi. Non, mais d'accord. Et 2 fois, il est passé à la télévision. Après, il a défilé avec elle. Et il est là, il a donné une interview. J'ai dit, putain, vous faites pas une interview pour les populaires et là, vous... Mais écoute, qu'est-ce qu'on est devenu? Qu'est-ce que c'est que cette France? Ça me met la merde. Mais c'est pas possible. Terminons l'émission sur une note un peu positive. Ah, moi, je ne vois pas une note positive. Hein. T'as vu ce que j'ai dit à la fin, là? En tout cas, Jean-Jean, moi, je voulais faire cette émission avec toi pour que les gens voient ta bonne mine. Ouais. Et puis t'écoutes. Et puis maintenant, ceux qui veulent évidemment aller plus loin peuvent écouter tous les jours le podcast qu'il va y avoir sur Blast. Et on va continuer puisqu'on a plein d'archives de toi. Et peut-être que tu reviendras faire une émission ou alors on se déplacera, ce sera peut-être plus facile. Oui, si vous voulez. Oh, c'est plus pratique pour toi pour travailler. Alors, moi, ça fait rien. Jean-Jean, merci beaucoup d'être venu et puis on va aller manger maintenant. Hein, je vous demande de tous de vous ruer sur le site de Blast et de cliquer sur les podcasts de Jean-Jean, d'écouter son histoire, d'écouter sa vie. Et abonnez-vous à Blast, soutenez-nous pour qu'on puisse continuer à faire des programmes comme ceux-là. Là, Jean-Jean, tu me regardes d'un air un peu circonspect, là. Jean-Jean. Non. Check. Non, mais c'est... Blast. La vie de Jean-Jean. Blast. La vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean.